Bonjour à tous. Bienvenue, Vamo. Merci. On est très content de t'avoir. Bienvenue à l'Olympique de Marseille. Dernière recrue du marché dans les derniers moments. C'était une opération dans laquelle on travaillait dans toute la fin du mercato. Un joueur qui, à dire la vérité, on a beaucoup analysé pendant tout l'été, pendant toute la phase finale de la saison dernière. À dire la vérité, après les matchs qu'il a fait contre nous la saison dernière, on est resté franchement impressionné de sa capacité qu'il avait pour gagner des duels individuels. Et après l'analyse de la phase finale de la saison, aussi l'analyse de tous les matchs qu'il a fait, c'est un défenseur central qu'il est habitué à jouer dans sa défense à 3 défenseurs comme marquateur, mais dans beaucoup de matchs qu'il a joué dans sa défense à 4, on était impressionnés par sa capacité défensive, un dynamisme défensif, sa capacité aussi d'être en ordre avec une ligne défensive, son dynamisme quand il doit défendre la surface, sa capacité de réaction, que c'est important, spécialement que c'est lié à ce qu'on a déjà commenté, un bon dynamisme défensif et surtout une sortie de ballon que c'est plus que correct. Surtout, le niveau de concentration, c'était pas facile de changer dans sa défense à 3 défenseurs comme marquateur en ligne à 4. Et on a vu que dans les matchs qu'il a joué avec la défense à 4, son niveau d'attention, de concentration sont des caractéristiques que pour un défenseur que la saison dernière, il a fait seulement qu'en partie. On considère que Vamos est un joueur avec un grand potentiel et on est très content de t'avoir ici. Je te remercie, Président. Pour moi, c'est un honneur de recevoir des éloges de la part du Président du club. C'est toujours très flatteur. Donc, je te remercie. Allez, on va démarrer. Qui veut commencer ? Romain. Bonjour Bamo, bienvenue. On te sent déjà très à l'aise malgré ton jeune âge, c'est bien. À Lorient, tu étais parti pour être titulaire tout le temps, à tous les matchs. Ça risque d'être moins le cas à l'Olympique de Marseille vu la concurrence. Alors on dit souvent qu'un jeune a besoin de jouer, donc dis-moi ce qui a fait pencher la balance et quel est le projet qu'on t'a présenté. Est-ce qu'il y a une place dans la hiérarchie, un nombre de matchs ? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors déjà, je suis content d'être ici, de parler avec vous. Et par rapport à la hiérarchie, par rapport à ma position, comment j'arrive, il y a une hiérarchie qui était déjà établie avant que j'arrive. Vous le savez, vous et moi, il y a des joueurs très expérimentés dans le vestiaire, surtout au poste de défenseur. Moi aujourd'hui, j'apprends déjà auprès de ces mecs-là. Et puis voilà, je vais aider l'équipe, je vais continuer à travailler, je vais aider l'équipe comme je peux. Au bout d'un moment, j'aurai ma carte à jouer et je pense que c'est à ce moment-là que je vais apporter à l'équipe. La saison elle est longue, on le sait, cette saison il y a une Coupe d'Europe, il y a la Coupe de France, il y a tout ce qui s'ensuit et puis je pense que c'est là où je vais pouvoir jouer ma carte. Jean-Claude. Bonjour. À Lorient, tu étais avec Laurent Berger. J'imagine que tu lui as posé quelques questions sur le club, sur la ville. Qu'est-ce qu'il t'a dit et est-ce que tu as demandé l'avis d'autres personnes dans le milieu du foot ? Alors oui, Laurent, pour moi ça a été déjà un capitaine, un cadre dans mon équipe la saison dernière. Et c'est sûr que j'ai même pas eu besoin de lui poser des questions sur l'OM. Il m'en a parlé lui-même en tant que grand fan du club. Et non, j'ai même pas eu besoin parce que je connaissais déjà le club, je connaissais déjà la ferveur des supporters et pour moi c'était, comme j'ai dit, c'est un honneur. Flo. Bonjour. Sans rentrer trop dans les détails, parce que tu semblais dire que tu avais été vraiment agréablement surpris ou en tout cas satisfait des éloges du club, de l'OM, du président. Voilà, comment se passent les premiers contacts ? Est-ce que quand tu es au courant que Marseille te veut, tout de suite tu dis je veux y aller, il n'y a pas d'autre choix. Enfin voilà. Est-ce que d'emblée il y a aucune hésitation pour toi et aucune hésitation sur le fait d'aller à l'OM, quoi ? Bah déjà oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été un honneur. Après voilà, il y a toujours le plan sportif qui a écouté. Je pense que c'est très important, surtout pour un jeune comme moi. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, pouvoir apprendre auprès de défenseurs d'expérience. Pour moi, c'est un point très important. Et puis le groupe, pour avoir joué contre l'année dernière, c'est un très bon groupe, même s'il a été un peu modifié. Mais voilà, j'ai joué contre, j'ai vu la puissance de l'effectif et puis ça inspire.
Bruno. Bonjour, bienvenue. Je voulais Merci. juste vous poser une question sur votre poste préférentiel. Voilà, des fois il y a des défenseurs qui sont polyvalents. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous pouvez jouer à droite, à gauche, je ne sais pas, uniquement dans l'axe, s'il vous plaît, voilà. Alors moi j'ai été formé déjà en tant que milieu défensif. Donc voilà, j'ai joué toutes mes classes de U15 à U19 jusqu'en réserve au Stade Lavallois en tant que milieu défensif. Et il y a eu une opportunité derrière de pouvoir jouer en tant que défenseur dans une défense à 3. Et donc je l'ai saisi, j'ai joué et puis depuis ça a pas bougé. Donc moi j'ai peut-être cette capacité à pouvoir jouer les deux postes, mais j'ai vraiment appris le poste de défenseur une fois être arrivé au FC Lorient et voilà, c'est pas plus mal. Arrière gauche, non, j'ai déjà joué sur des séances, sur des matchs en interne, mais j'ai déjà joué arrière droit, j'ai déjà joué défenseur central droit et comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais souvent dans cette posture-là où quand on a besoin de moi, on fait appel à moi et il faut qu'à ce moment-là, je sois bon. Constant. Bonjour Mamo, bienvenue. Bonjour. T'es hyper à l'aise, t'as l'air d'avoir un caractère Non, bien vous me dur. mettez à l'aise. Et bah justement, est-ce que tu Le président, il peux m'a mis à nous l'aise. dire un peu ce qui fait que t'es très jeune, donc ce qui fait que t'es aussi à l'aise que ça. On en a vu d'autres qui étaient un peu moins à l'aise que toi. Voilà, déjà, comme j'ai dit, le président il m'a mis à l'aise et vous aussi, donc non, mais et puis voilà, je sais que le club c'est un club familial. J'arrive dans de bonnes conditions et pour moi c'est important et voilà, j'arrive à l'aise et je vais continuer à bosser. Karim. Bonjour Bamo, bienvenue, désolé pour l'arrivée en retard. Je voulais juste un peu que tu nous parles de ce parcours un peu atypique, parce que avant d'arriver dans le milieu professionnel, t'as connu quand même des choses bien différentes. Tu as joué ton premier match de Ligue 1, me semble-t-il, en janvier 2023. Donc voilà, c'est une ascension hyper rapide. On va pas parler de conte de fées, mais c'est quand même quelque chose de beau, quoi. Oui, c'est beau. Après, je pense que quand on y met ce qu'il faut au quotidien, je pense que y a pas de. Moi, à chaque fois, on m'a répété la recette pour réussir, c'est le travail, le sérieux. Et puis, je pense que je m'en suis inspiré. J'ai regardé ce qui se faisait de mieux. Je pense à mon poste. Et puis j'ai essayé de faire pareil. Et oui, parcours atypique qui est souvent souligné. Pour moi, c'est ma force. Je m'en sers aujourd'hui pour tout ce que je fais au quotidien, que ce soit dans le foot ou en dehors du foot. Voilà, c'est sûr qu'en n'ayant pas fait de centre de formation et en ayant joué dans des clubs de région parisienne avant d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est sûr que c'est très bien. Et puis je pense que faut pas se fixer de limites. Romain. Dans le cadre de ton transfert, il y a un autre jeune qui a fait le chemin inverse, c'est Isaac Touré. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a mis la puce à l'oreille? C'est-à-dire, tu t'es dit, il y avait un jeune défenseur comme moi, il n'a pas eu forcément l'espace pour s'exprimer à Marseille, ça prouve que c'est compliqué? Ou pas du tout, tu t'es dit, son histoire, c'est la sienne, moi, c'est totalement différent? Ouais, je pense que je me suis dit ça. Parce que la saison dernière, je vais prendre pour exemple la saison dernière, j'étais dans une hiérarchie où j'étais 7e de la hiérarchie à Lorient, et puis au final j'ai fini par faire 18 matchs et 18 bons matchs. Donc voilà, je pense que chacun a son histoire. Je souhaite le meilleur et je pense que j'aurai la mienne ici à l'OM. Constant. Non, pardon. Bruno, excuse-moi. Je voulais vous poser une question par rapport à la sélection. Si je ne dis pas de bêtises, vous n'avez jamais été appelé chez Léa en Côte d'Ivoire. Hein. Non. Voilà. Est-ce que ça fait partie de vos projets? Alors oui, on dit souvent step by step un petit peu et d'abord jouer avec l'OM, ainsi de suite. Mais est-ce que vous pensez qu'en venant ici, voilà, c'est aussi un tremplin pour aller chercher la sélection ivoirienne? Alors je le vois pas comme ça. Déjà moi dans un premier temps, la saison dernière ça a été ma première saison en Ligue 1. C'est là où je me suis révélé. C'est là où j'ai montré que je pouvais jouer en Ligue 1.
cette saison, en début de saison, je savais pas où j'allais être. Aujourd'hui, je me retrouve à l'OM. Donc, je pense que pour moi, comme vous l'avez dit, step by step, aujourd'hui, je dois travailler pour pouvoir inspirer à être dans les plans de jeu du groupe. Et je pense que la sélection, vous comme moi, vous allez me dire que ça va venir après. Je pense qu'il y a le temps. D'abord, faut d'abord jouer ici et aider mes partenaires comme je le peux. Jean-Claude. Tu disais, j'ai regardé ce qui se faisait de mieux à mon poste. Quels sont les joueurs ou les modèles qui t'ont inspiré Alors, Thiago Silva, je dirais, parce que en termes de rigueur défensive, c'est quand même très fort. Après, en dehors de mon poste, je dirais Cristiano Ronaldo, pareil pour la rigueur, pour le travail. Je pense que Ronaldo, ça a été mon idole pendant longtemps, même s'il jouait pas à mon poste. Et moi, je dirais Cristiano Ronaldo. Bruno. Ça veut dire que vous faites 1000 abdos par jour à peu près, non? Je sais pas, c'est un peu ça. Non, je voulais savoir et connaître un peu vos qualités parce que on vous connaît mais pas totalement. Voilà, vous n'avez pas encore 10 saisons de Ligue 1 derrière vous. Pouvez-vous nous les décrire parce que le président en a parlé, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de vous sur le terrain, ce que vous aimez, où vous sentez fort, les axes de progression éventuels? Alors moi, je suis un défenseur qui a été je suis un milieu de terrain qui a été remanié en tant que défenseur. Donc aujourd'hui, je suis défenseur central. Comme le président l'a dit, j'ai appris à jouer dans une défense à 3 et une défense à 4. Donc aujourd'hui, je pense que voilà, j'ai écouté les coachs, ce qu'ils avaient à me proposer tactiquement. C'est pour ça que j'ai réussi à être performant dans ces différents systèmes. Et aujourd'hui, voilà, je me dis que je suis un défenseur avec des qualités et je vais aller en chercher d'autres qui vont être les miennes au futur. Alors ouais, je suis un défenseur qui aime l'impact, costaud dans les duels, je dirais. Et puis en termes de relance, voilà, j'essaie d'aider mes partenaires à les mettre dans les meilleures conditions, mes milieux de terrain, essayer de trouver les bonnes passes pour mes partenaires pour qu'ils puissent se retourner ou alors qu'ils puissent rejouer et qu'on puisse faire tourner les adversaires. Et puis voilà, pas prendre de but, ça me plaît. Donc voilà, être dur pour pas prendre de but, quoi. Flo. Oui. Moi, le public, le vélodrome, la pression aussi ici, voilà, comment tu appréhendes ça? Je suppose que tu le vois de manière positive et tu as envie de connaître ça, que ça va plus te booster que t'impressionner, je pense. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable pour moi. Déjà la saison dernière, on avait joué avec Lorient au Vélodrome. C'était ma deuxième fois de venir au Vélodrome. La première fois, j'étais dans les tribunes, donc c'était différent. Donc je savais comment c'était déjà, mais de le voir en venant sur la pelouse, pour moi, c'était incroyable. Et puis je pense que mes coéquipiers diront pareil. Ça, je pense que ça booste d'avoir une telle ferveur derrière nous. Ça nous donne envie de donner encore plus tous les jours. Et voilà. Romain. Tu nous as parlé des différents postes auxquels tu as évolué. Tu as évoqué le poste de milieu de terrain, milieu défensif. Là, actuellement, dans la rotation de l'Olympique de Marseille, il y en a un qui est blessé, c'est Geoffrey Kondogbia. Il y en a un qui est suspendu, c'est Pape Gueye. Est-ce que s'il y a une opportunité de jouer à ce poste très rapidement, tu te dis feu, quitte à ce que ce soit pas mon poste préférentiel, ou tu préfères pas griller les étapes entre guillemets? Alors je suis venu à l'OM pour jouer défenseur central, donc voilà, je vais apprendre avec mes partenaires, ils vont apprendre à me connaître, je vais apprendre à connaître chacun de mes partenaires, mais voilà, je suis venu en tant que défenseur central, et puis je pense qu'au milieu de terrain il doit avoir des joueurs qui attendent ça aussi, qu'il y ait pas forcément qui attendent, mais qui se préparent que quand il y a des blessés à pouvoir jouer. Et je pense que faut pas griller les étapes. Karim. Tu as fait une prépa complète, hein? Tu as joué les matchs de prépa avec ton club, tu as joué même quelques matchs et quelques bouts de matchs de ce début de saison. Comment tu vas devoir
t'intégrer, t'adapter, travailler avec ce groupe. Tu as profité, je pense, de la trêve pour essayer vraiment de connaître un petit peu tout ça. Mais bon, voilà, est-ce que tu as hâte vraiment d'arriver à la compétition avec l'OM, tout ça, quoi? Ouais, j'ai hâte. C'est sûr que j'ai hâte parce que on est un groupe de qualité. On a un très gros groupe aujourd'hui. Quand je regarde la Ligue 1, on est ce qui se fait de mieux. Donc voilà, j'ai hâte d'apprendre à connaître mes partenaires, que ce soit dans le jeu ou humainement. Donc ouais, j'ai hâte. Bonjour Président. Alors, on a énormément de questions à vous poser. Il y a eu beaucoup de changements à l'OM, comme vous pouvez vous en douter. Il y a beaucoup de supporters qui nous parlent, qui ont plein de questions. Il y a une phrase qui revient beaucoup, que vous avez prononcée au moment du départ d'Igor Tudor. On me dit « Ah oui, mais tu sais, faut que tu lui dises qu'il avait dit qu'on allait avoir un jeu offensif rock'n'roll ». Et beaucoup de supporters semblent émettre des doutes sur la capacité de Marcelino de mettre en place ce jeu un peu offensif, un peu rock'n'roll. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce qu'ils sont un peu apeurés du fait qu'il y a eu des matchs où l'OM n'a pas eu la possession de balle, où on est beaucoup moins pressé qu'avec Igor Tudor, ce genre de choses. Bonjour. Bon, on commence bilan général du mercato aussi du commence de la saison. Comme je dis toujours, ça limite de temps, ça limite de questions, le temps que vous avez besoin. On commence par ces déclarations. Je crois que ces déclarations, je l'avais fait le jour de la présentation d'Igor, pas à son départ, spécialement parce qu'on parlait du style de jeu d'Igor Tudor. Si on doit comprendre maintenant le collectif, non, il y a beaucoup de changements. Quand tu passes d'un style de jeu tellement marquant comme lequel d'Igor Tudor, avec un marquage individuel à tous les terrains, il faut avoir du temps. C'est bien dire que la patience est un don, que dans le football, on doit tout le monde s'adapter. Ça ne doit pas servir comme excuse. Après, je crois que l'analyse générale, c'est plus simple que juger des moments de match. Non? Je crois que l'effectif maintenant, il est en phase de transformation. La chose la plus importante qu'on doit mettre en place, c'est une structure en ordre. Qu'on considère que ça, c'est la première chose que Marcelino il a comme des qualités. C'est un coach qui, toujours, dans toutes les équipes où il est passé, il a donné beaucoup d'ordre et beaucoup de structure en effectif. C'est plus difficile quand il passe dans un marquage individuel et ça prend plus de temps parfois. Plus de temps qu'on aurait aimé, spécialement parce qu'on considère naturellement que c'est cet été, non, avec cette élimination dans la Coupe 3 de Ligue des Champions, c'est une coupe dure. C'est aussi vrai qu'on a passé de différents moments positifs pendant les matchs, mais on doit considérer que maintenant l'effectif encore il est loin de ce qu'on doit proposer, spécialement parce qu'on a beaucoup de comportements encore individuels. On doit chercher depuis aujourd'hui que déjà le groupe s'est fermé, on a du temps de travailler, on doit enchaîner des matchs, de donner des continuités à des bons moments de match qu'on a vécu. On prend l'exemple du dernier match, non, que c'est un match que c'est plutôt, on va dire, décevant et qu'on n'était pas à la hauteur. On a fait 12 premières minutes que je considère qu'on a donné un bon niveau. On doit travailler sur ça pour donner continuité. Ça, c'est l'Olympique de Marseille qu'on veut voir. Pas un Olympique de Marseille spéculatif qu'on a été après ces moments pendant les matchs. Mais c'est en question, pour moi, qu'on doit renforcer les concepts collectifs de l'équipe. Et autour du collectif, on va trouver les solutions et je suis bien sûr de ça. Camille. Bonjour Président. Justement, pour parler de l'Europa League, il y a eu cette poule là, qui a été faite, donc l'Ajax, Brighton et l'AEK Athènes. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ce groupe et notamment de Brighton, parce que c'était dans le chapeau 3 et c'est quand même une équipe très solide en Angleterre. Donc qu'est-ce que vous en pensez justement de cette poule et de Brighton en particulier? Bonjour, c'est un groupe, comme on a dit vendredi, très relevé. Je considère que le niveau du groupe, c'est important. Après, c'est à nous d'être compétitifs dans ce groupe. Ce groupe, ça ne te permet pas d'avoir des moments de relax. Il y a des différents matchs européens, spécialement en Europa League, où tu penses que tu peux gérer tes énergies. La principale conséquence de ce groupe, c'est que tu as un niveau d'attention et un niveau de football pour les niveaux qu'ils sont tes adversaires, que ça doit être très haut.
On peut analyser l'Ajax, une équipe avec une tradition européenne très importante, une équipe qui a changé beaucoup de joueurs, il a changé de coach, mais qui a une tradition européenne, il sait jouer des matchs européens de très haut niveau avec beaucoup de continuité, avec beaucoup de mentalité. Brighton, c'est une équipe que c'est l'équipe révélation en Premier League, une équipe qui joue un bon football, un style de jeu très marquant. C'est une équipe qui fait un bon football et c'est une équipe très dure. Naturellement, dans un chapeau 3, si on peut considérer tout le monde qui ont été au tirage au sort, l'équipe la plus difficile peut-être de Brighton. Mais en même temps, ça ne sert pas des excuses comme pour être compétitif dans ces phases de groupe. Et en même temps, avec Athènes, que c'est une équipe qui met une intensité de jeu au match, que c'est important. Mathias Almeida, c'est un des entraîneurs en Europe qui donne beaucoup d'intensité à ces équipes. Et la saison dernière, il a fait un très bon championnat en Grèce, une équipe très compétitive qui donne continuité maintenant avec une phase offensive qui ont tenu leurs meilleurs joueurs comme Levi Garcia. C'est une équipe costaud. C'est un groupe que ça va se décider dans des petits détails et ça ne te permet pas d'avoir des moments de déconnexion. Karim. Pablo, bonjour. J'ai deux questions. La première, on parle du bilan du mercato. Est-ce qu'il y a encore un risque de voir un ou plusieurs joueurs quitter le club parce que certains championnats ne sont pas encore fermés au niveau du mercato? Bonjour, dans ce moment, non. On ferme absolument la porte. On n'a pas la nécessité de vendre pour faire les finances ou pour nécessité économique du club. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que la porte est complètement fermée face aux autres mercato. Ça, c'est l'avantage ici en France de ne pas avoir des clauses libératoires aux différents joueurs. Et à dire la vérité sur ça, je suis taxatif. Il n'y a aucune possibilité de voir partir aujourd'hui nos joueurs. Deuxième question. Et ma deuxième question, elle concerne Pape Gueye, qui a écopé donc d'une suspension de 4 mois qu'on devrait retrouver, je pense, au début du mois de décembre. On sait qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison. Est-ce que des discussions sont en cours? Est-ce qu'il est question d'une prolongation possible pour l'international sénégalais? On a commencé à discuter pendant l'été avec son agent d'une éventuelle prolongation des contrats. Je crois que tous les partis on est alignés. Spécialement, on est très content de comment Pape il est revenu de son prêt à Séville. Dans les entraînements, c'est franchement un joueur qui nous donne des satisfactions, qui nous donne des niveaux, avec une très bonne mentalité, je tiens à dire, très bonne mentalité. Après ces prêts, que c'était, je crois, nécessaire aussi pour lui, pour s'agrandir, et c'est un prêt que je considère positif. On souhaite prolonger les contrats de Pape. C'est une situation particulière, non? J'ai toujours dit, j'aime pas avoir les joueurs en fin de contrat. Je comprends sa situation, que c'est une situation très particulière, surtout pour ses sanctions, ce qu'il a vécu, parce que c'est pas facile à niveau émotionnel aussi pour lui, savoir que dans un moment à l'autre, la sanction va tomber à niveau psychologique, c'est pas facile. Mais on est en conversation avec son agent et on est très content. Et pour nous, ça va être important le retour de Pape parce que c'est un joueur que je considère que cette saison, il va être important. Romain. Bonjour Président. Lors des premières conversations de construction d'effectifs qu'on a eues avec vous, vous nous avez dit l'objectif c'est d'avoir 20 joueurs de champ, plus les jeunes. Là, cette année, on est à 20 joueurs de champ si on inclut Pape Gueye, si on inclut aussi de jeunes qui ont fait leur place, Soglo et Muguet. Mais là-dedans, où est-ce qu'on met Unai? Est-ce qu'on le met milieu central? Est-ce qu'on le met en concurrence à gauche? Est-ce qu'on le met en soutien de l'attaquant? Quelle est vraiment sa situation dans la construction de l'effectif? Je tiens à dire 21 parce qu'il faut rajouter Bilal Nadir. Dans les papiers et dans les joueurs qu'on considère dans la dynamique quotidienne de l'effectif. Sur la question de Unai, ça c'est plutôt une question à poser au coach sur l'utilisation dans le quotidien. Ce qu'il a assez digne pour nous, c'est une capacité à jouer dans des différentes positions. C'est un milieu de terrain à 3, que je considère que par des moments, la construction de cet effectif, ça fait aussi pour avoir ces possibilités, donner au coach la possibilité de pouvoir jouer à 3, que c'était une des questions qu'il a dit pendant sa première conférence de presse. Il a la possibilité aussi de pouvoir jouer dans tous les deux côtés, à 3
Et à Roche, il a la possibilité aussi de pouvoir jouer avec un pur 4-2-3-1. C'est un joueur polyvalent qui va nous donner beaucoup de solutions. C'est un joueur qu'on considère qu'il a le niveau. Je crois qu'on a tous vu pendant la Coupe du Monde, pendant ce qu'il a fait en Gers, pendant la participation qu'il a eu la saison dernière avec nous. C'est un joueur avec lequel on a beaucoup d'espoir. Il faut tout le monde se mettre au travail, il faut tout le monde se gagner la place dans le quotidien. Après, le coach prend ses décisions dans le quotidien. Bruno? Bonjour Pablo, je rajoute juste une petite question sur Unai là pour poursuivre. Vous n'avez jamais reçu d'offres pour Unai ou vous les avez refusées? Dans toute la transparence, je crois que cet exercice est important pour bien donner la transparence du club. On a reçu seulement une offre de prêt pour Acedin, une offre qu'on a refusée après 5 minutes parce qu'on souhaite donner continuité. On croit beaucoup dans le potentiel et la capacité qu'a Acedin pour s'imposer dans l'effectif. Et puis ça fait 2 ans et demi que vous êtes là et il y a eu beaucoup d'éloges de la part des supporters. On fait confiance à Pablo, on fait confiance à Pablo. Beaucoup, on l'entend encore aujourd'hui. Ce que l'on entend aussi, ce sont un peu des critiques qui montent sur le fait d'avoir lâché des joueurs et laissé partir des joueurs comme Payet, comme Guendouzi, comme Alexis qui n'est pas revenu. Les supporters disent ce sont aussi des joueurs que l'on apprécie. Comprenez-vous ces critiques et que pouvez-vous répondre à ça, s'il vous plaît? On est tous soumis à des critiques. Et ça, c'est normal. Et ça, c'est le monde du football. L'éloge, c'est positif. La critique, ça te fait grandir. Et toujours, il faut analyser. Je suis plus dans l'analyse que de chercher me laisser pour la dernière émotion. Non? C'est important de comprendre que toutes les décisions qu'on prend, on les prend pour le bien du collectif. Je crois que pendant tout le temps, depuis que je suis ici, avec tous mes collaborateurs, on prend des décisions qui sont plutôt collectives et pas individuelles. Je n'aime pas prendre des décisions individuelles dans un sport que c'est tellement collectif et que ça va vers la tendance d'avoir un sport très collectif. Toutes les décisions qui sont prises, on les considère, ça peut être une décision positive, négative, seulement le temps va nous dire la vérité. Ce qu'on fait, c'est prendre toutes les décisions dans le quotidien en cherchant d'améliorer l'effectif actuel et avec une vision très collective. Constant? Bonjour Président. Pour continuer un petit peu sur le sujet des critiques, il faut en parler de temps en temps quand même, vous aviez parlé de renouvellement d'effectifs à 50% d'année en année. Certains disent 30, vous aviez dit 50. Est-ce que dans une année où il y a des échéances très tôt, comme le tour préliminaire par exemple, est-ce que avec le recul vous vous dites on a peut-être changé trop de choses et trop vite? Avec le recul, jamais j'ai de regrets sur les décisions qu'on prend. On doit les assumer, on doit tenir jusqu'au bout parce que spécialement sont fruits de beaucoup d'analyses et beaucoup de réflexions. Sur les changements, finalement, si on tient notre mercato, on a 8 nouveaux joueurs. C'est moins de 50% de l'effectif. C'est la vérité qu'on a mis des joueurs qui viennent du centre de formation, un total de 3 qui vont compléter. Je crois que c'était nécessaire aussi pour la dynamique du club et la santé du club, aussi pour les niveaux qui sont les joueurs, que ça c'est important. Mais c'est surtout donner continuité. Je crois que dans le moment qu'il y a un changement d'entraîneur, il doit tout le monde s'adapter à une nouvelle mentalité, à un nouvel changement et surtout de rentrer dans une vision très collective qui va d'accord à tous les mécanismes. Une équipe de football ou un effectif, c'est pas fait pour l'accumulation d'individualités. Je crois que c'est fait pour la complémentarité des individualités qu'il y a. C'est pour ça que quand il y a un changement du coach, c'est nécessaire de changer parfois les profils des joueurs pour chercher de s'adapter à la mentalité collective, mais surtout qu'ils se font de nouvelles associations collectives entre les différentes individualités. Pour nous, c'est important. Après, beaucoup de changements ou non, parler a posteriori, c'est toujours plus facile. Ce qu'on considère, c'est qu'on a amélioré ou on a cherché de travailler pour améliorer toujours l'effectif. Nico?
Bonjour. Deux questions, s'il vous plaît. La première, pour prolonger la première de cette conférence de presse, là, sur le jeu de votre équipe, vous l'avez vous-même expliqué que vous n'étiez pas encore satisfait, mais que c'était normal au sens où voilà, il manquait du temps. Est-ce que vous, en tant que président, vous vous êtes fixé, on va dire, un moment ou une date où vous espérez que cette équipe puisse donner le meilleur d'elle-même? C'est une amélioration dans le quotidien, je crois. Je crois qu'on a le temps maintenant, sans des distractions externes, à travailler. Spécialement parce que je considère que le mercato, c'est une condition externe, que ça disturbe beaucoup le travail quotidien de tout l'effectif. Je crois qu'on doit commencer dès maintenant à chercher d'améliorer ce que ça ne fonctionne pas. Naturellement, on est autocritique, on est exigeant, il n'y a pas d'excuses. On a tous vu les matchs qu'on a fait à Nantes, que pendant une bonne partie de ces matchs, on n'était pas à la hauteur. C'était un match qu'on a beaucoup de choses à améliorer. Je considère que depuis aujourd'hui, on va travailler tout le monde très dur, nous comme dirigeants, pour chercher de bien donner la direction et la vision. Les staffs techniques, dans le travail sur le terrain, dans le quotidien. Je crois que tout le monde, on doit être dans la même direction, spécialement parce qu'on est dans l'analyse, mais aussi, je crois, beaucoup, et je suis confiant et je suis très positif sur le potentiel qu'a cet effectif, qu'a cet staff, spécialement parce qu'on considère que l'avenir, selon ma opinion, je considère que ça va être positif, spécialement parce qu'on avait besoin d'autres des structures. Je crois qu'on a un effectif qui a incrémenté la qualité, on a mis de la vitesse, on a mis de l'intensité. Il faut que toutes les choses qu'on a mis ensemble, ça prenne forme, ça prend le travail quotidien du staff pour chercher d'améliorer. Mais je suis confiant. Et la deuxième, s'il vous plaît, sur l'impact de votre non-qualification en Ligue des Champions. Déjà, vous, à combien vous estimez le manque à gagner? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre mercato? Et est-ce que ça fragilise ou pas économiquement le club? À dire la vérité, après le mercato qu'on a fait, la situation financière du club, c'est stable, c'est tranquille. Il n'y a pas un gros impact financier après tout l'équilibre qu'on a mis à fin de mercato pour chercher de bien finir la saison. Pour ça qu'il n'y a aucune inquiétude de ce côté. La perte de qualification en Ligue des Champions, oui, il y a une perte économique qu'on peut estimer vers, on va dire, 10-12 millions d'euros. 10-12 millions d'euros, mais c'est aussi vrai qu'il y a un impact aussi parce que les salaires des joueurs, les bonus qu'on a payés dans les transferts, les primes collectifs qu'il y a à l'intérieur, ça minimise l'impact de nos qualifications. Ça, c'est un exercice que depuis les premiers jours qu'on met comme équipe dirigeante, on a cherché pour ne pas mettre en danger le club. Qu'est-ce que ça change la voie finale du mercato? Naturellement, avec une qualification en Ligue des Champions, on pourrait peut-être améliorer un peu plus l'effectif, mais il faut être toujours responsable. Ce qu'on a dit au commencement du mercato, on voulait prendre des risques. Je crois qu'on les a pris à niveau financier. Après, on a balancé la capacité avec la vente des joueurs, l'impact négatif de ces qualifications, mais maintenant on est dans une bonne voie économique pour faire cette saison. Flo? Oui. Pablo, maintenant que le mercato est terminé, que vous avez votre effectif et que vous voyez aussi un peu les forces en présence en Ligue 1, vos adversaires, quel est votre objectif en championnat? Est-ce que vous vous contentez de dire uniquement que c'est le podium et la qualif en Ligue des Champions? Et question... je vous ai qu'on joue. À niveau des championnats, le niveau qu'on se fixe toujours, c'est ces qualifications en Ligue des Champions, mais surtout avec ambition, que les dit match après match. C'est un effectif qui s'est construit pour chercher d'accumuler beaucoup de matchs et chercher d'être compétitif et avoir ambition à court terme dans la compétition. À niveau européen, première chose, chercher de dépasser la phase de groupe.
c'est en phase de groupe que ça va être compétitif. On a déjà parlé avec beaucoup de petits détails qui vont marquer la qualification finale avant décembre. Et après, dans la coupe, c'est important pour nous. C'est une compétition que c'est très important pour les clubs, c'est très important pour nos supporters. On sait qu'on doit chercher d'arriver jusqu'au fond et on doit chercher d'être très compétitif. Après, il y a tellement de détails dans le football. Ce que j'ai promis, c'est d'avoir un effectif compétitif et de chercher avec une mentalité gagnante, avec une mentalité collective, en cherchant d'être chaque jour plus compétitif, de chercher d'arriver en fond, parce que c'est ça que nos supporters ils méritent. Jean-Claude. Le mercato d'été vient tout juste de se terminer, mais j'imagine que tu dois déjà regarder ce qui va se passer pour la suite de la saison, et notamment avec la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que tu planches déjà pour corriger l'effectif, ou en tout cas les départs des internationaux africains qui vont manquer certainement à ton équipe janvier-février? Maintenant, calme, continuité, chercher de faire que tous les joueurs qu'on a acquis, ils s'intègrent, ils jouent ensemble, il y a des automatismes entre eux. L'unique mouvement potentiel, il y a des mouvements potentiels qu'on peut voir dans cet effectif. Non, hein? C'est la réintégration de Pape Gueye après sa sanction. L'autre, potentiellement, c'est l'arrivée de Luis Enrique, qu'il est en train de bien faire au Brésil. Ça dépend aussi de la participation et le temps de jeu qu'il y a avec Botafogo. Ce n'est pas une chose que ça dépend maintenant de l'Olympique de Marseille. C'est une chose, ils sont en option d'achat avec une obligation qui est déterminée par le nombre de minutes qu'ils jouent d'ici à la fin avec Botafogo. Mais potentiellement, ça sera aujourd'hui, non, avec la vision d'aujourd'hui. Après, dans le football, tout change tellement vite. Mais aujourd'hui, la vision qu'on a, c'est que ce sont les deux uniques mouvements potentiels qu'il a cet effectif. Mourad. Oui, on avait déjà parlé ici de l'intégration de jeunes joueurs du centre de formation à l'équipe première. Vous nous aviez dit à l'époque, il y a besoin de deux choses pour que des jeunes jouent en équipe première. Il y a le niveau, forcément, et il faut aussi croire au fait d'intégrer des jeunes joueurs. Donc, est-ce que ce qui a changé, c'est aussi que les jeunes ont progressé, que Soglo, Muguet et Nadir ont progressé, mais aussi qu'on a un coach qui croit dans le fait ou qui a envie d'investir dans le fait de donner du temps de jeu à ces jeunes. Enfin, voilà, c'est un peu la question. C'est tout à fait normal, non? C'est un mix entre des choses qui sont importantes. Un, c'est d'avoir l'espace naturel. Et je répète, avoir l'espace naturel, forcer les choses, jamais c'est une bonne option dans aucun des sujets dans la vie. Pour avoir une élection naturelle et une arrivée naturelle des jeunes joueurs des centres de formation dans l'équipe première, il faut qu'ils soient préparés. Je crois que la progression qu'il a eu, par exemple, Bilal Nadir à niveau physique ou Emram Sorlo à niveau physique, je crois qu'on peut tous voir dans les terrains aujourd'hui. Je crois qu'ils sont beaucoup plus préparés que par exemple la saison dernière. Mouret, c'est un cas un peu différent, spécialement parce qu'il est passé les 6 derniers mois de la saison dernière à s'entraîner dans une façon en continuation avec l'équipe première, non? Et il a pu plus travailler avec un effectif professionnel. Et c'est aussi vrai que l'espace qu'il donne et la confiance qu'il donne à un staff comme lequel de Marcelino à tous les jeunes, qu'il est habitué à travailler comme ça à Valence, il a été habitué à travailler comme ça à Villarreal et surtout à l'Athletic de Bilbao, c'est quelque chose d'important pour donner cet espace et cette succession naturelle. Et on est très content de pouvoir compter maintenant avec 3 joueurs qui viennent du centre de formation. C'est vrai qu'ils viennent aussi du scouting, mais on considère que sont joueurs formés, qu'ils ont du temps d'entraînement dans les centres de formation. Et ça parle bien de l'évolution qu'on a eu pendant les dernières saisons, mais aussi sur le travail fait la saison dernière. Camille. Toujours sur l'équipe réserve, c'est vrai qu'il y a eu un premier match non concluant face à Galia Luciana, mais il y a eu une bonne chose, c'est quand même Yuri Moreira, quand même, cet attaquant qui est aussi arrivé dans le mercato. On a tendance à l'oublier parce que c'est vrai qu'il ne fait pas partie de l'équipe première, mais du coup pour l'instant il est avec la réserve. Et comme vous dites, il y a toujours une chance pour ceux de la réserve de passer dans le groupe professionnel. Est-ce que ce serait le cas de Yuri Moreira? Est-ce que c'est le prochain François-Régis Muguet de cette saison en fait? Ça, ce sont les mérites. S'il mérite, on serait content s'il est prêt. Parce que sinon, ça serait plutôt dangereux pour un jeune joueur dans les moments qu'il ne mérite pas. C'est vrai,
qu'on a changé la mentalité du centre de formation pendant cette saison. On a réduit le nombre de contrats, on a réduit le nombre de joueurs. Je crois qu'on a cherché des potentiels de deuxième équipe en les donnant un contexte plus professionnel. Par exemple, il y a des travaux maintenant ici au centre sportif dans lesquels on veut donner un terrain de pelouse naturelle pour donner la possibilité à l'équipe de s'entraîner là-bas. On cherche la possibilité de jouer dans un vrai stade. Nos matchs de deuxième équipe, on veut potentiel les deuxième équipe. C'est ça l'optique aussi du recrutement des joueurs comme Yuri Moreira, non? Qu'on voulait augmenter les niveaux. Il y a des différentes positions où il y a des joueurs qu'on a recrutés. Par exemple, défenseur central, c'est l'optique d'un Roger Guignac aussi, de chercher d'augmenter son niveau. Il y a beaucoup de jeunes joueurs de 18 ans avec l'équipe de moins de 19 ans, avec l'équipe de moins de 17 ans, que la saison dernière, c'était champion de France. Je crois qu'on doit donner la vision pas seulement comme deuxième équipe, sinon on doit considérer aussi ces équipes de moins de 19 et les deuxième équipes comme un groupe homogène dans lequel je suis sûr, je ne parle pas à court terme, mais à moyen terme et long terme, on a maintenant une bonne mentalité et je crois qu'on a de bons potentiels là-bas. Karim. Pablo, deux nouvelles questions. Pour parler des jeunes encore, j'ai une petite interrogation sur Simon. Il a signé pro il y a quelques saisons. Il a joué quelques matchs de préparation, surtout au niveau de l'époque Mandanda. Il est toujours à l'OM. Pourquoi il n'est pas prêté pour aller prendre un peu de temps de jeu ailleurs, pour avoir un petit peu plus de responsabilité, parce que vous avez choisi de faire signer Ruben Blanco comme deuxième gardien, donc ça laisse un peu moins de place pour vos jeunes gardiens. Où il en est au niveau de sa situation à l'Olympique de Marseille et de sa progression, selon vous? Il y a des questions sur la situation de Simon. Non, prêter un joueur en fin de contrat, c'est jamais une bonne solution. Face au mercato, il faut avoir la première chose, ce type de vision. La deuxième considération, on voulait donner continuité au groupe de travail des gardiens. On considère que Simon, pendant la dernière saison avec le travail collectif, grâce à John Pasqua, qui c'est un très bon entraîneur de gardiens, et toute la dynamique qu'il y a entre Pau, Ruben et Simon, je crois que la dynamique l'a fait beaucoup progresser dans l'entraînement. Je crois que c'est nécessaire que Simon il joue avec une certaine continuité qu'il n'a pas eu pendant la dernière saison. Spécialement, et je retourne à la question antérieure, que c'est la conception de deuxième équipe. C'est très difficile pour un jeune gardien, spécialement le cas de Simon, que c'est en 2003, de trouver de la continuité. C'est une position franchement très difficile, spécialement parce qu'après, ça ne te garantit rien, spécialement parce que c'est une position où tout le monde il est très conservateur. Mais ici, c'est vrai qu'on a créé ce type de dynamique. On a créé cette dynamique aussi avec une deuxième équipe, avec des matchs plus compétitifs, dans un stade, dans un contexte différent, spécialement pour éviter des situations dans le passé qu'un joueur il peut rester stable dans sa progression. Je crois que la situation de Simon, c'est une question qu'on a beaucoup analysée à l'interne et avec les consensus, spécialement avec le staff des gardiens. On considère que tenir ce type de situation, ça va permettre cette saison de progresser à Simon comme il a fait les derniers 6 mois de la saison dernière. On a vu une vraie progression sur lui. Et quand on parle du mercato, on parle beaucoup des achats, mais il faut parler un peu des ventes aussi. Donc il y a beaucoup de joueurs quand même qui sont sortis cette année du groupe de l'Olympique de Marseille. On ne fait pas de comparaison avec les autres clubs, mais c'est vrai qu'il y a des ventes qui sont spectaculaires financièrement dans d'autres clubs français. On sait que chaque cas est différent, l'âge, la durée du contrat, le salaire du joueur, les performances. Mais pourquoi l'Olympique de Marseille, depuis quelques années, n'arrive pas à sortir une grosse vente qui pourrait lui permettre encore de s'investir un petit peu plus sur les achats? Si on parle d'une grosse vente, je peux comprendre, mais c'est aussi vrai de mettre en clair la situation. Pendant les 2 dernières saisons, on peut dire les 4 dernières fenêtres du marché, on a vendu plus de 100 millions d'euros. Et ça, c'est une chose qu'il faut le dire, spécialement parce que ce type de vente, ça permet aussi l'amélioration du club et ça permet surtout la stabilité économique du projet. On a augmenté beaucoup les recettes.
avec des sponsors, avec le stade, et merci encore à tout le monde de venir au stade, que ça c'est quelque chose que ça nous rend très fiers. On a augmenté beaucoup les recettes du club. Et c'était nécessaire aussi de se transformer dans un club qui est capable de vendre. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas encore un handband. Mais pour ça qu'on construit aussi un effectif dans lequel, dans les différentes positions, on cherche de faire un mix entre l'expérience et des joueurs dans un niveau, surtout le nombre de matchs, et des joueurs qui sont en capacité d'amélioration à l'avenir. On vient de présenter Bamo Meïté. Et ça tient à avoir une stratégie, spécialement parce qu'on a Samuel Giraud et Chancel Mbemba, 4-13, 4-14, qui sont les joueurs qui doivent te donner de la stabilité. On a Léo Valerdi qui c'est un valeur marchand, spécialement un joueur 4-19 qui n'était pas dans la dernière, mais dans la convocatoire de l'Argentine pendant le mois de juin, que c'est un joueur qui c'est appétible dans les mercato. Notre option, c'était de faire un jeune défenseur central pour augmenter le niveau de valeur de l'effectif. Je crois que c'est clé à l'Olympique de Marseille de faire ce mix entre des joueurs qui sont jeunes et des joueurs qui te donnent un niveau stable dans la performance. Je crois que dans les différentes positions dans le terrain, on peut voir aussi cette évolution. Je ne sais pas, il prend les positions offensives. Si on considère Correa comme un deuxième attaquant ou un joueur à gauche ou Amin Harit, 4-14, 4-17, mais aussi on a Vitinha et Liman Ndiaye qui sont 2000, et on a Aubameyang que c'est 4-29, que ça te donne une stabilité dans l'âge. Je crois que ça c'est quelque chose de recherché. Je crois que c'est un mécanisme de la création de valeur. Après, c'est compliqué de jouer à l'Olympique de Marseille, que ça, normalement, sur les handbands, des joueurs autour de 20 ans, sauf des joueurs qui vont directement au top club. Romain. Vous venez de parler des raisons du recrutement de Bamo Meïté. J'aimerais un peu creuser, non pas que ce soit pas un super coup à faire, mais dans le même temps, il y a Isaac Touré qui avait été recruté dans ces critères-là aussi, d'être un jeune qui peut à terme être la fameuse grosse vente, et au final, il s'en va sans même avoir eu vraiment sa chance avec le maillot de l'OM. Donc pourquoi avoir fait ce deal? Est-ce qu'il fallait absolument renforcer défensivement? Est-ce que c'était une bonne affaire financière? Voilà, quelles sont les motivations de ce chassé-croisé? C'est une motivation plutôt sportive, spécialement parce qu'on croit beaucoup dans le potentiel qu'il a Bamo Meïté, spécialement pour sa mentalité, sa volonté d'améliorer. J'étais surpris depuis la première conversation, tout le monde m'avait parlé d'un joueur très mature. J'étais surpris, je crois que vous aussi, dans la conférence de presse antérieure, dans la première conversation, j'étais surpris de sa maturité et de comment il voit la profession des joueurs de football. Ce qu'on a fait avec Isaac Touré, c'est un joueur qu'il y a une marge de progression, je crois que est très important. Mais c'est aussi vrai que pour les caractéristiques qu'il y a et pour la façon qu'il a d'affronter la profession, je ne le dis pas avec un component négatif, attention, il est un joueur qui a besoin tout le temps de jouer. Spécialement parce que, le regarder dans les entraînements, il voulait toujours un peu plus. Un peu plus. Il y a des mentalités qui sont différentes. Isaac Touré, c'est un joueur qui a besoin de jouer pour progresser. Et on a pensé que l'option de Lorient et en tenant un pourcentage sur la future des joueurs, c'était une bonne opération, et spécialement avec une optique sportive, que l'optique sportive, c'était la chose la plus importante, qu'on croit beaucoup dans le potentiel et de ce que Bamo Meïté peut nous donner aujourd'hui.